l'écran ici, vous allez demander à un responsable, vous allez demander à d'autres entraîneurs ou des membres du staff, si vous avez un staff, vous allez demander à des sportifs de vous évaluer en répondant à un questionnaire. Et ces réponses que donneront cet entourage, elles seront confidentielles, de telle sorte que l'entraîneur, il ne pourra pas savoir qui a dit quoi, il aura en revanche les résultats à un niveau global. Qu'est-ce que ça permet de voir, tout ça? Ça permet je vous donne un exemple voilà, d'un extrait d'un rapport généré à partir de cette démarche d'évaluation à 360 degrés. Si on prend cet exemple-là, là on est sur un entraîneur de hand. Je vous avais dit que je vous emmènerais un petit peu loin du rugby, mais sachez que ce type de solution commence aussi à être utilisé dans le rugby. On est sur un entraîneur adjoint de hand. Et on est sur la compétence se mobiliser. Le score global qu'obtient l'entraîneur, il est de 4,7. C'est un bon score sur une échelle de 0 à 6. Hein. Donc, les évaluateurs externes reconnaissent une capacité à se mobiliser chez l'entraîneur. Mais vous voyez, si vous prenez la deuxième barre orange, là, sur le graphique, que l'auto-évaluation, c'est-à-dire que le regard que l'entraîneur porte sur lui-même, cet entraîneur adjoint dans une équipe de hand, il est beaucoup plus positif, en tout cas encore plus positif. Donc, il y a un delta. Il y a un delta, un écart de perception. Comment on explique cet écart de perception? Je vous invite à regarder la toute dernière phrase de ce graphique. Donc, c'est un des items, une des questions qui est posée à tout le monde. Est-ce que cet entraîneur poursuit des objectifs de carrière ambitieux? Eh bien, vous voyez la réponse globale des autres évaluateurs, c'est à 3,3, donc c'est un score qui est faible, alors que la réponse de l'entraîneur, son auto-évaluation, elle est à 6. Donc, il y a un vrai différentiel entre les deux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cet entraîneur adjoint, il rêve en fait d'entraîner une équipe principale dans son club, mais peut-être dans des clubs encore plus prestigieux, et que son entourage aujourd'hui ne pense qu'il n'a pas ces objectifs-là. Donc, deux possibilités. Soit l'entraîneur, il se raconte un peu des histoires, il se ment à lui-même et il n'a pas finalement cette ambition parce qu'elle ne transpire pas du tout en fait dans ses comportements, dans ses gestes. Soit il y a un problème de communication. Hein. Parce que là, si on regarde ce type de résultat, on se dit, est-ce que le club va lui donner un jour sa chance pour être numéro un? Pas sûr. Donc, ça n'apporte pas toute la réponse, un résultat comme celui-là, mais ça enjoint en tout cas l'entraîneur à changer son comportement s'il souhaite assumer son ambition. Euh, Et ensuite, là, tout ça, que ce soit l'auto-évaluation, le 360 degrés, que ce soit juste se poser 2 secondes avec le graphique et se dire c'est quoi mes 3 compétences fortes, ça sert à quoi? Au-delà de prendre la photo, de prendre la température. Mais en fait, ce n'est utile que si c'est suivi de la décision de progresser sur un axe en particulier. Et si, pour cet axe particulier, je mets en place un certain nombre d'actions qui vont me permettre de progresser et de faire bouger les lignes. Évidemment, de mettre en place ce plan d'action. Je vais vous donner un exemple. On va repartir du cas de l'entraîneur qui avait ce profil, cet entraîneur de foot, très tourné vers la décision, la directivité et un petit peu moins le travail en équipe. On peut imaginer que son objectif, suite à ce retour, ce soit de déléguer davantage de responsabilités à son staff. Donc, ça passe par quoi? Première action possible, c'est de se dire, je vais avoir un entretien avec chaque membre de mon staff pour lui demander quelles responsabilités supplémentaires il ou elle souhaiterait endosser. Ah ouais, c'est une bonne idée d'aller demander qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie de prendre, vous, comme responsabilité. Et puis, peut-être que de mon côté, deuxième action, je peux faire aussi une liste de toutes mes activités aujourd'hui, et puis en regardant cette liste, me rendre compte qu'il y en a certaines, il faut que je les conserve, elles sont à mon niveau, et d'autres que je vais déléguer. Par exemple, l'entraîneur dont je vous parlais tout à l'heure, cet entraîneur de foot, j'ai eu un échange avec lui sur la base de son profil. Puis au bout d'une trentaine de minutes, il me dit: «Désolé, je vais devoir raccourcir parce qu'il faut que j'aille préparer l'entraînement. J'ai les bouteilles d'eau à remplir et il faut que je fasse des photocopies». Bon, est-ce que ça, à son niveau, c'est pas quelque chose que l'entraîneur peut déléguer?
Ensuite, après cette phase de réflexion et de consultation, l'idée, c'est la troisième action. Merci, je vois qu'il y a quelqu'un qui rajoute des flèches, c'est une très bonne idée. La troisième idée, c'est de se dire, bah, maintenant j'écris, je formalise les missions de chacun, que chacun sache qu'est-ce qu'on attend de lui, quelle est la raison d'être de sa fonction, quelles sont les différentes activités, les compétences qu'il va devoir mobiliser. Et puis, au-delà de toute cette partie de structuration, bien ensuite, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est aussi de faire des points individuels avec les personnes à qui j'ai délégué des choses, ben, pour savoir comment elles se ressentent, est-ce qu'elles y arrivent, est-ce qu'elles ont besoin d'aide, est-ce qu'elles en veulent plus, est-ce qu'elles en veulent moins. Donc, de faire ces points de suivi individuels. Et puis, cinquième action, bah, c'est compliqué d'apprendre à déléguer quand on ne l'a jamais fait, et puis quand ce n'est pas dans sa personnalité. Et j'ai beau me mettre des actions très objectives, très rationnelles, peut-être qu'au fond de moi, au moment où je vais vouloir déléguer, il y a des émotions qui vont jouer et qui vont faire que je vais avoir du mal, je vais avoir des résistances à donner une partie de mon pouvoir. Là, l'idée, c'est, pourquoi pas, de se faire accompagner par un professionnel, ben, pour aider à atteindre cet objectif de délégation. Euh, je regarde l'heure. Ok, je vais peut-être tout simplement m'arrêter là. Je voulais éventuellement aborder une partie sur la motivation, mais je pense qu'on va manquer un petit peu de temps. Ce que je voudrais, c'est, dans un premier temps vous remercier. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a intéressé. Vous avez vu qu'il y a des choses, j'espère, hein, que vous pouvez d'ores et déjà demain appliquer, et peut-être que vous le faisiez déjà. Et puis, je vous ai peut-être donné aussi, à travers les solutions digitales que je vous ai présentées, peut-être des ouvertures possibles vers d'autres champs. Alors, en même temps que je vous parle, c'est vraiment du live. Jordan m'indique qu'il me reste encore un peu de temps. Alors moi, vous savez, si vous me donnez du temps, j'en profite et je vais aborder avec vous ce sujet de la motivation. Et puis après, on fera les questions-réponses. Alors la motivation, on vient d'en parler un petit peu pour les entraîneurs, mais si on revient sur les sportifs, je pense que vous avez conscience que c'est aussi une variable super importante pour la réussite sportive. Et sans surprise, c'est une des variables qui a été les plus étudiées en psychologie du sport. Donc il y a tout un tas de modèles, je vais vous en faire l'économie en psychologie du sport pour comprendre les différents types de motivation et quel type de motivation a le plus d'impact sur la performance, etc., etc. Par exemple, je prends juste celle du milieu, je pense que c'est assez fondamental. On distingue chez un sportif ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, donc qui est la motivation liée au fait de faire du sport, le plaisir qu'on y prend, le plaisir à se dépasser, le plaisir qu'on prend dans la compétition, la confrontation avec les autres. Et puis les motivations extrinsèques, c'est-à-dire les récompenses, les rétributions, qu'elles soient monétaires ou pas, mais qui sont liées au fait de faire du sport. Être connu, avoir un certain succès médiatique, être admiré, avoir peut-être des contrats si on est dans le milieu professionnel. Donc il y a tout un tas de théories sur la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, laquelle a le plus d'impact sur la performance, blablabla. Ok. Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un type de motivation qui est beaucoup moins étudié dans le sport, mais qui me semble assez fondamental. Cette motivation, cette forme de motivation, c'est ce que j'appelle l'engagement. C'est la motivation d'un sportif à contribuer à la réussite de son club. Alors je dis de son club, ça peut être d'un pôle, d'une sélection, d'une organisation sportive, peu importe. Mais cet engagement tourné vers la réussite du collectif. Et la question à laquelle j'aimerais qu'on commence à répondre en quelques minutes, c'est pourquoi certains rugbymen, certaines rugbywomen se donnent à 50%, d'autres se donnent à 100% et d'autres se donnent à 200%. Hein, qu'est-ce qui fait que certains ils mouillent le maillot, qu'il est trempé, et puis qu'il y en a d'autres qui en gardent un petit peu sous la pédale? Alors, je pense que la réponse à cette question, elle est fondamentale parce que, en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur, si vous maîtrisez les leviers, les causes, ça vous donne des idées de ce que vous pouvez faire, hein, dans vos clubs pour développer l'engagement. Je voudrais vous proposer un modèle en trois facteurs. C'est-à-dire que l'engagement, finalement, le niveau d'engagement que vous allez obtenir à un moment donné au sein d'un groupe sportif, d'une équipe, il dépend de ces trois causes-là, de ces trois facteurs-là. Le premier, c'est le facteur relationnel.
Quel est le niveau de cohésion au sein de l'équipe? Quelle est la qualité de la relation entre, les joueurs et le staff? Quelle est, la qualité de la relation avec les supporters? Quel est le lien entre les joueurs et les dirigeants? Donc toutes ces relations-là, tout ce système de relations, est-ce qu'il joue positivement ou négativement pour la performance, pour la motivation des sportifs? Et ça, vous voyez que c'est un type de facteur qui est en grande partie sous le contrôle du club et des dirigeants. Parce que c'est les dirigeants qui choisissent les entraîneurs, parce que c'est les dirigeants qui aussi, d'une certaine manière, gèrent la relation avec les supporters. Donc, il y a pas mal de leviers à ce niveau-là. Deuxième type de facteur, les facteurs institutionnels. Alors, ce que j'appelle facteurs institutionnels, c'est tous les facteurs qui sont, là encore, sous le contrôle du club, mais qui ne sont pas liés au relationnel. Je vous en donne un exemple, le projet de club. Le projet de club, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il parle aux joueurs? Est-ce que les joueuses et les joueurs ont été impliqués dans ce projet-là? Voilà, on parlait tout à l'heure, j'entendais Gaëtan qui parlait d'éco-responsabilité et des gestes écologiques. Il y a un club de volley qui est aujourd'hui en train de développer l'engagement des sportifs, de ces sportifs, mais aussi son image de manière assez incroyable à l'extérieur, en misant à 200% sur le fait que c'est un club qui participe à la transformation écologique de la société. Vous imaginez comment ça peut booster à l'intérieur, hein, les sportifs, d'être associés à cette image-là. Donc je parle du projet, mais il y a tout un tas d'autres facteurs qui sont sous le contrôle du club. Il y a la politique de rémunération si on est dans le sport professionnel. Il y a l'équilibre entre vie privée, sportive et puis vie privée. Bon, voilà. Et puis il y a des facteurs, et je finirai par ces facteurs-là, qui sont des facteurs purement individuels, sur lesquels le club a moins de prise, parce qu'il y a tout simplement des sportifs qui sont, on parlait de motivation intrinsèque tout à l'heure, hein, qui ont intrinsèquement un niveau d'engagement dans leur pratique sportive qui est énorme, et puis d'autres un petit peu moins. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de levier pour le club, hein, ne serait-ce que via la décision de recrutement, ça donne des leviers. euh, c'est une manière de faire rentrer dans le club les personnes les plus motivées, hein, d'où ces questions dont je parlais tout à l'heure au moment du recrutement pour cerner, hein, le niveau de motivation de la personne. Euh, Bon, voilà, donc ce modèle un petit peu plus détaillé, je vous le laisserai. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait d'un modèle comme celui-là? Un peu comme tout à l'heure, hein, il y a différentes manières de faire. Soit en tant que dirigeant de club, vous le reprenez à froid et vous vous dites, bah, dans le club, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, où est-ce qu'on peut aller plus loin pour développer l'engagement? Et puis, il y a des manières un petit peu plus sophistiquées qui peuvent être de faire un groupe de parole, un groupe d'expression avec les sportifs pour leur poser des questions. Qu'est-ce que tu apprécies dans le club? Qu'est-ce que tu apprécies moins? Qu'est-ce qui te donne envie de lever le matin? Qu'est-ce qui fait au contraire que de temps en temps, tu en as marre? Et puis, qu'est-ce que tu penses de la relation avec les supporters? Comment on pourrait l'améliorer? Etc., etc. Donc, ce groupe d'expression, il peut être géré en interne, mais vous comprenez bien aussi qu'il y a des sujets qui peuvent être un peu touchy. Peut-être que les rugbymen, les rugbywomen, ils ne vont pas avoir forcément envie de tout dire devant leur entraîneur ou leur dirigeant. Donc, ça peut être aussi animé en externe. Et puis, on peut faire ça de manière plus quantitative, plus rationnelle, à l'aide de questionnaires, et obtenir des résultats du type que vous voyez sur la droite de l'écran. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière que vous utilisez pour évaluer le niveau d'engagement, moi, ce que je vous conseillerais, là encore, c'est de ne pas vous contenter d'évaluer pour évaluer, de faire une photo, mais véritablement d'utiliser ces résultats dans le projet de club pour définir des priorités, les définir avec les sportifs, et a fortiori si vous vous êtes basé sur un groupe de parole ou sur une enquête par questionnaire auprès d'eux. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, que de demander l'avis à des personnes qui vont du coup penser que ouais, il va y avoir plein de trucs qui vont se mettre en place, on va enfin être impliqué dans le projet du club, et puis au final, il n'y a rien qui vient. Hein. Donc, c'est hyper important d'agir derrière l'enquête, derrière la mesure, derrière l'évaluation, et puis de manière régulière, d'évaluer si les résultats que je me suis projetés, les objectifs que j'ai définis, je les ai atteints ou pas en tant que club. Et ben voilà, on arrive à la fin de la présentation et je suis donc preneur des différentes questions que vous voudrez bien m'adresser. Vous avez déjà fait d'ailleurs.